Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat, le podcast où je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que, malgré la mauvaise qualité du son, vous avez apprécié l'interview de maître Anne-Hélène Ricot, pénaliste au barreau de Créteil, diffusée mardi en épisode bonus. Cette semaine, je vous livre l'interview de maître Guillaume Arrigui que j'ai, je vous rassure, réalisée dans de bonnes conditions d'enregistrement. Guillaume est corse, a fait ses études de droit à la fac d'Aix-en-Provence, est avocat depuis 2015 et exerce au barreau des Hauts-de-Seine. Il est spécialisé en droit fiscal, plus particulièrement en fiscalité des particuliers, et est actuellement collaborateur au sein du cabinet EY. Cet épisode est long, je vous le concède, et pourtant je l'ai raccourci. Ceci s'explique par le fait que Guillaume a eu de nombreuses expériences professionnelles sur lesquelles nous sommes revenus ensemble. Eu égard à la longueur de l'interview, cela dit, vous trouverez en note de l'épisode les minutes correspondant à chacune de ces expériences. À mon sens, une expérience n'est pas significative de façon isolée, et c'est dans l'ensemble que l'intérêt d'une personnalité et d'un parcours se révèle. Mais vous pourrez ainsi naviguer dans l'épisode. Je me suis interrogée sur la pertinence d'inviter des jeunes avocats sur le podcast par rapport à des personnes plus expérimentées comme maître Clarisse Bérébi par exemple. Au début, je pensais que c'était surtout pour les plus jeunes auditeurs qui poursuivent leurs études actuellement, pour qu'ils puissent s'inspirer d'un parcours récent. Cela dit, en sortant de l'épisode avec Guillaume, je me suis rendu compte que de telles interviews étaient tout aussi pertinentes pour les avocats plus expérimentés qui ont des avocats de la génération de Guillaume dans leurs équipes. À mon sens, les interviews de jeunes avocats sont une mine d'informations précieuses sur ce qu'attendent ces jeunes avocats en termes de management ou encore de gestion de carrière et sur leur manière de fonctionner. Quelque part, j'espère créer du lien et de la compréhension entre les différentes générations qui souvent ne se comprennent pas, aider les équipes à mieux travailler ensemble et les cabinets à mieux exploiter la richesse que représentent leurs collaborateurs. Merci à maître Caroline Arrigui-Savoie, qui était ma très chère co-collab et co-bureau chez Phil Fisher, de m'avoir rappelé que son homme était une fleur d'avocat, et bonne écoute. Bonjour Guillaume Arrigui. Merci d'être mon invité sur Fleur d'avocat. Bonjour Héloïse. Alors Guillaume, raconte-moi un petit peu comment et pourquoi tu es devenu avocat. Alors, je suis devenu avocat, on pourrait dire par accident, puisque j'ai commencé des études de médecine. Donc j'ai échoué avec brio 2 fois la première année, et donc je suis arrivé dans une équivalence assez curieuse, qui permet d'arriver en 2e année de droit quand on a eu une certaine note en médecine. Mais, parce que droit et médecine, ça n'a quand même rien à voir, donc pourquoi est-ce que tu as switché sur droit ? Est-ce que tu te souviens un peu quel était ton état d'esprit Mon état d'esprit, c'est que je suis allé en médecine sans trop savoir pourquoi. Mon père est médecin. Je me rappelle que mes arguments, c'était c'est une profession libérale, on peut s'installer partout, on gagne plutôt pas trop mal notre vie. Je me rappelle, je disais même, si un jour tu veux switcher vers la politique, c'est possible. Il y a plein de députés qui sont dans ça. Enfin, il y avait à aucun moment, tu t'occupes d'un patient. Donc, j'avais pas les bons arguments pour aller en médecine. Après, je l'ai fait sérieusement. J'ai vraiment travaillé comme un fou pendant 2 ans. Bon, j'ai échoué, ça arrive. Et je me suis dit, c'est un peu cliché. Ma mère avait fait des études de droit. Je connaissais d'autres personnes qui avaient fait des études de droit. Donc, et puis, il y avait cette possibilité de pas de perdre qu'une année sur les 2 que j'avais passées. Et donc du coup, j'ai saisi cette opportunité qu'on m'a fortement déconseillée quand je suis allé à la faculté. Comment ça ? On a été reçus en fait, on était 10 à pouvoir bénéficier de cette équivalence, et la personne qui nous a reçus nous a dit c'est une équivalence qui n'a ni queue ni tête, ce qui est vrai. Et donc on nous a dit ne l'utilisez pas, et au final elle en a réussi à en convaincre la moitié. Et donc du coup, je me suis retrouvé en 2e année de droit. Mais toi, donc la moitié ont décidé de repartir en première année. De repartir en première année. Toi, tu t'as maintenu ton cap en me disant non, ça va bien se passer, je rattraperai mon retard. Voilà, en fait, l'argument phare c'était vous allez avoir du retard, il va y avoir beaucoup de travail. Or, moi je me disais après médecine, et c'est ce que je remercierais tout le temps d'avoir fait médecine pour ça, c'est qu'ensuite on a l'impression de toujours être un peu en dilettante. Parce qu'en médecine, on ne fait que travailler en permanence tout le temps. Et du coup, en droit, effectivement, j'avais la première année et la 2e année en même temps. Pas tout à fait la première année, mais je pense que j'avais peut-être 60% de plus de cours qu'un élève classique de 2e année. Et au final, j'ai jamais eu le sentiment d'être débordé, parce qu'en venant de médecine, y a du boulot en droit, hein, c'est sûr, mais c'est même pas comparable. Et donc voilà, du coup, je me suis retrouvé là, et dès la 2e année, il a fallu faire des choix qui ont orienté la suite,
puisque... Donc, alors que tu connaissais même pas les matières, Exactement. en fait, en arrivant en fac de droit, tu as dû faire des choix de matières et de spécialités. Voilà, là, il y avait quelques choix de matière en deuxième année, mais déjà pour l'orientation, j'ai essayé de m'investir au maximum dans la faculté. J'ai été élu d'une association, j'ai essayé de faire du sport dans l'université. L'idée, c'était un peu de rattraper, parce que j'avais pas tout le background qu'avaient ceux qui étaient arrivés en première année. Et du coup, en discutant avec des gens, j'ai entendu parler d'une formation qui s'appelait le magistère, qui se faisait à licence 3, master 1, master 2, et il fallait présenter des dossiers dès la licence 2. Et donc en fait, au bout de 3 mois où j'étais en fac, j'ai déjà dû constituer mon dossier, me dire voilà, c'est ça que je veux faire, et c'était quand même quelque chose de très spécifique, puisque c'était droit des affaires, fiscalité, comptabilité. Donc, je te pose une question, c'était à Paris c'était à Aix. À Aix, d'accord. Et le magistère, c'était à Aix aussi. Exactement, ouais. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce que tu avais en tête, comment tu projetais les choses, ou si tu projetais rien et c'est juste que ça te... En fait, il y avait un peu de droit fiscal en deuxième année, il y avait finances publiques. Tout le monde détestait ça, moi j'aimais bien, donc déjà c'était un petit indice quand même. Et ensuite, c'était un profil que je trouvais intéressant, c'était des gens peut-être un peu plus motivés, hein, peut-être un peu plus ambitieux que l'étudiant lambda, puisque dès la licence 2, ils s'intéressaient. Il y avait d'autres cursus un peu sympas à la fac. Il y avait un institut qui s'appelait l'Institut Portalis. C'était un double diplôme. Il y avait également, il y avait quelques doubles diplômes comme ça qui étaient un peu plus dynamiques que le cursus classique. Et c'était demandé, en fait. Et du coup, peut-être que c'était en réaction à l'échec de médecine. J'avais envie peut-être d'avoir un truc qui était un peu plus demandé que le reste. Et c'était aussi assez sécurisant comme système, comme voie, parce que pendant 3 ans, tu étais cadré, tu n'avais pas le stress du Master 2. Nous, le nôtre, c'était un des Master 2 les plus demandés. Tu avais ton ticket qui était validé dès que tu rentrais dans le magistère. C'était professionnalisant, parce que ton Master 2 était en alternance. Il y avait un peu une aura autour du magistère, assez curieuse. Et puis, le fiscal me plaisait bien, donc j'ai postulé avec peu d'espoir d'être pris, parce qu'honnêtement, les profils étaient des profils de gars qui avaient fait leur licence 1 et leur licence 2 et qui avaient eu des super notes, quoi. Et moi, j'étais arrivé directement en licence 2. Alors j'avais eu des bonnes notes sur ma licence 1, mais j'avais pas toutes mes matières. Et sur la licence 2, j'avais des notes correctes, mais clairement, j'avais pas un dossier pour. Et du coup, j'ai essayé de faire sortir tous les à côté, quoi. C'est-à-dire, j'ai dit, voilà, j'ai fait médecine, donc le travail, ça me fait pas peur. J'ai dit, je suis arrivé depuis 3 mois, je suis déjà élu de la fac. Et au final, j'ai été pris sur liste d'attente, mais j'ai été pris quand même, donc j'étais vraiment le dernier dossier qui est rentré. Et j'ai aucun regret parce que ensuite, c'était vraiment 3 ans. J'ai retrouvé l'ambiance du lycée. On était dans une classe, 22 personnes. On connaissait les profs, on pouvait leur poser des questions. Et il y avait vraiment une émulation. Il y avait un classement, donc on voulait avoir des bonnes notes. Toi, ça, c'est des choses qui te motivaient. Ouais, mais clairement. Franchement, le classement, ça me motivait. Je me disais, je sais pas, on n'était plus un numéro au milieu de 400 élèves. On était vraiment 22 personnes. Il y en avait qui étaient très bons, il y en avait qui étaient moins bons. Je sais pas, moi, je trouvais ça stimulant. J'avais la chance de travailler avec d'autres étudiants qui étaient bien meilleurs que moi en fiscal et en compta, notamment. Et comme on était tout le temps ensemble, c'était une classe. Rapidement, il y a des affinités. Et donc, du coup... Tu te formes des groupes de travail. Exactement. Ouais. Tu te formes des groupes de travail et c'était assez stimulant. Notamment, il y avait 2 points qui étaient très positifs par rapport au cursus classique. C'était la compta. Quand on fait du fiscal, je trouve ça assez curieux de ne pas faire de compta. Nous, on avait 2 ou 4 heures de compta par semaine. C'était vraiment costaud en compta. Et il y avait l'anglais aussi. Alors, on est nul en anglais en France, mais alors en fac de droit, c'était catastrophique. Et moi, je me mettais dans le fond du train. Et là, on avait des cours d'anglais soutenus, une prof qui était superbe. Et franchement, c'était très très positif, quoi, comparé au reste de la fac. Où est-ce que tu as fait ton alternance ? Alors, mon alternance, je l'ai fait dans un petit cabinet. En gros, c'était assez curieux quand on devait trouver notre premier vrai boulot. On avait fait un stage de 2 mois en licence 3 ou en master 1, je sais plus, 2 mois l'été, tu vois. Et là, je l'avais fait chez un expert comptable en Corse. C'était très sympa. Parce que tu es corse. Voilà, exactement. Ouais. Et là, il fallait vraiment trouver un vrai... Mais c'est un stage, tu vois, c'était un stage de 2 mois avant qu'on ait fait là. C'était vraiment presque notre premier vrai métier. On allait travailler pendant 1 an. Et donc, les gens nous payent. Hein. On a un vrai salaire, même si c'était pas énorme. Moi, j'étais au minimum, j'étais payé 800 € par mois. Mais quand tu es étudiant, 800 €, mais c'est juste... franchement, quand tu vis à Aix, c'est énorme. D'un seul coup, tu te retrouves avec... je sais pas, moi, j'avais un budget... à l'époque, quand j'étais étudiant, c'était mes parents qui me donnaient de l'argent, je devais avoir un budget de 350-400 € et que je trouvais large. Et d'un seul coup, je me retrouvais avec 800 dans les mains. Ça avait beau être faible, c'était beaucoup à l'époque. Et donc, du coup, on se retrouve à postuler à aller dans ces cabinets.
Et c'était marrant parce qu'on avait tous le même profil. Donc c'est vraiment au feeling. Et tu te souviens justement de comment ça s'était passé avec... comment tu avais choisi finalement le cabinet où tu as... Oui, en fait, je l'avais choisi parce qu'il était assez généraliste. J'étais pas certain de vouloir. Il y avait aussi des entreprises qui proposaient des alternances. Et ça s'était bien passé. J'avais eu un bon feeling avec l'avocate qui m'avait fait l'entretien. Il était situé à 5 minutes à pied de chez moi. C'était un truc qui avait compté aussi. Et je m'étais dit, ça va être l'occasion de voir un peu de tout, de pas commencer dans quelque chose de très spécialisé. Un des défauts que je trouve des études de droit, c'est le fait qu'on se professionnalise assez tard. Donc, et surtout, c'est encore plus criant en province par rapport à Paris. J'ai l'impression qu'à Paris, les gens font des stages un peu plus tôt, ils sont plus au courant. Il y a vraiment des gens dès la licence, ils se disent ok, si je vais rentrer dans tel cabinet, il faut que je fasse des stages ici. Clairement, à Aix, on était l'exception. Des gens qui travaillent en Master 2, on était l'exception. Et il y avait un peu un décalage, c'était assez amusant parce qu'on avait 2 jours, on était au cabinet, on traitait des vrais dossiers. Et ça, c'était un vrai plus. On en a parlé un peu avec Chloé dans l'épisode, alors je sais plus, Chloé Provo, c'était l'épisode 4 peut-être. Elle a commencé, en fait, elle bossait dans un cabinet d'avocat à partir de sa première année. Ouais. Au début comme assistante, et puis ensuite ça s'est transformé en juriste, et puis avocate de fait, et ensuite collaboratrice. Et elle explique qu'elle, vraiment, ça a nourri ses études. Ah oui, bien sûr. Moi aussi, je trouve ça dommage que les études de droit, sauf si tu te trouves des stages l'été, et encore souvent, c'est quand même beaucoup de réseau familial pour trouver tes stages et tout, donc c'est assez discriminant. En fait, c'est très tard que tu rentres. Et comment ça se passait justement au sein, ton alternance en pratique? Alors, ça s'est passé très bien les 6 premiers mois, et plus dur les 6 mois suivants, pour une raison toute simple, c'est que au début, je travaillais avec une jeune collaboratrice qui était super. Elle était pédagogue. Et elle prenait le temps, elle m'expliquait tout. Au début, j'ai vraiment eu l'impression, la première fois, j'ai vu à quel point le décalage entre le théorique et le pratique était criant. Je me rappelle de la première fois qu'elle m'a demandé d'aller lui chercher dans un dossier le cabis de la société. Et je savais ce que c'était un cabis, je savais que c'était la fiche d'identité de la société. Mais je n'en avais jamais vu en vrai, quoi. C'est-à-dire, je savais même pas. Et ça m'a semblé fou de me dire, j'ai jamais vu à quoi ça ressemble un cabis. Donc, du coup, j'ai trouvé assez dur la découverte du côté pratique et la rigueur aussi du côté pratique. Toutes les coquilles qu'on peut faire quand on fait des premiers boulots, quoi. Mais les 6 premiers mois étaient très sympas déjà parce qu'il n'y avait que 2 jours par semaine. Et ensuite, elle est partie en congé maternité. Et donc, je me suis retrouvé en direct avec la big boss. En fait, c'était un cabinet, donc il y avait une associée, une jeune collaboratrice, je pense, dont l'objectif c'était de prendre la suite de cette associée-là. Et il y avait, avant que j'arrive, une juriste qui avait 4 ou 5 ans d'expérience. La juriste est partie, il a fallu la remplacer. Moi, j'ai tapé à leur porte et ils se sont dit, ok, on va la remplacer avec lui. Sauf que j'avais pas du tout 5 ans d'expérience. Ouais. Et du coup, tant qu'il y avait le tampon de cette collaboratrice qui avait 29 ans, tout se passait très bien. Dès que le tampon est parti, ça n'a pas été la même histoire. C'est-à-dire que là, on a arrêté de rigoler et elle était assez pète sec. Elle me faisait des réflexions assez dures. Et pourtant, je suis pas susceptible, mais c'était vraiment de l'ancienne école. Il faut dire que c'était particulier. C'était un cabinet dont 70%, peut-être 80% du chiffre d'affaires était généré par un client qui avait plein de boîtes, qui mettait une pression énorme sur cette avocate. Et elle faisait redescendre au niveau en dessous. Donc au début j'étais seul, ensuite il y a une autre personne qui nous a rejoint, une juriste je crois, mais toute jeune. Et elle, pour le coup, elle supportait pas du tout la pression. C'est-à-dire quand elle nous passait des savons, ça arrivait qu'elle fonde en pleurs et tout, tu vois. Et même la boss, c'est assez curieux de démarrer comme ça sa première expérience professionnelle. Cette boss qui va avoir 65 ans, peut-être un peu moins, mais est en fin de carrière. Je l'ai vu pleurer, moi. Je l'ai vu pleurer 3-4 fois parce que la pression que mettait le client sur les épaules était trop forte. Et toi, comment tu vivais du coup cet environnement ? Au début, je réagis un peu avec prétention. Je me suis dit, ça ne m'intéressait pas ce qu'elle me disait. Je me disais, c'est un peu bête hein, comme attitude, mais c'est une bulle, c'est un bouclier, quoi. Voilà, ce qu'elle me dit, ça ne m'intéresse pas. Et puis après, quand on le répète, ça peut un peu nous toucher, quoi. Donc, mais en tout cas, contrairement aux 6 mois précédents, j'étais pas content d'aller travailler. Il y avait eu un peu un changement, et j'étais très content quand on était le vendredi soir. Alors que c'est quelque chose que j'ai peu eu dans mes autres expériences. J'ai toujours bien aimé travailler, je trouve que ça occupe, pour moi c'est vraiment essentiel de travailler, et du coup le fait d'avoir un boulot, je trouvais ça très agréable.
Mais là, j'étais pas particulièrement heureux d'aller bosser. Après, ça s'est tassé. Au final, elle m'a un peu apprivoisé, moi aussi. Et quand je suis parti, elle m'a dit, bon, sans rancune, mais c'est un peu amusant de se quitter comme ça, quoi. Mais, Et cet apprivoisement, tu te souviens un peu comment ça s'est joué? bah, ça s'est joué qu'au bout d'un moment, je commençais à faire mieux le boulot qu'elle me donnait. Et j'ai été assez utile le moment où il fallait rédiger les PV d'AG. Là, je lui ai fait gagner du temps. Mais oui, c'est juste qu'elle était assez intolérante sur le boulot, pas forcément à la hauteur de ce qu'elle attendait. Et comme elle attendait quelqu'un qui avait 4-5 ans d'expérience, bah, souvent j'étais pas dans les clous et elle me le reprochait de manière un peu violente en me disant mais c'est pas possible, on peut pas travailler comme ça. Je sais pas si c'est la bonne méthode. Après, effectivement, il faut le dire. Le pire, je pense, c'est de rien dire. Je pense que je préfère ça comme expérience que quelqu'un qui m'aurait rien dit, qui m'aurait laissé continuer à faire ce travail pas de la bonne façon. Mais l'idéal, ça aurait été de m'expliquer, quoi, de me prendre et surtout d'avoir compris que c'était ma première expérience professionnelle. Je pouvais pas avoir le niveau de quelqu'un qui avait 4-5 ans d'expérience. Oui, une erreur de recrutement. Voilà, franchement, c'était clairement une erreur de recrutement, mais au final, je me dis que ça s'est pas trop mal passé puisqu'on est parti en bon terme dans le cadre je connais une autre personne qui a fait une alternance où il y a eu une vraie erreur de recrutement. Ça s'est beaucoup moins bien fini, quoi. Parce que pour le coup, je crois qu'ils ont arrêté. Donc moi, c'était pas du tout le cas. Au final, au bout d'un moment, je suis rentré dans son moule, mais il y a eu ça n'a pas été si simple que ça de rentrer dans son moule. Il a fallu que je fasse un vrai effort. Et je me dis heureusement que j'étais d'une nature pas trop susceptible. Tout allait bien dans ma vie à côté. Ma co-bureau, qui avait pas le même âge que moi, c'était pas la même musique. Elle souffrait vraiment de cette situation, quoi. Ouais. Toi, t'as arrivé à garder des distances finalement, oui, et à te dire, voilà, je vais rentrer dans ce moule, le temps que ça dure. Exactement. Et c'est au final, ouais, garder une distance, je pense que c'est une clé quand ça se passe pas très bien dans le boulot. Et mettre un peu une barrière. Et à mon avis, ça se passe toujours mieux quand il y a une petite distance. Enfin, je suis pas trop partisan d'être pote avec ses supérieurs ou. Je pense que c'est bien de garder une petite distance, c'est un bouclier, quoi. Mais ça m'a pas du tout refroidi. Je me suis pas dit c'est horrible les cabinets d'avocats. Parce que justement le boulot quand même te plaisait. Oui, le boulot me plaisait. Puis j'avais d'autres personnes qui me parlaient c'était super, on échangeait sur ce qu'on faisait. J'avais des échos d'autres personnes dans d'autres cabinets. Puis je me suis dit bon, en fait c'était une personnalité qui était difficile. C'était pas le boulot en soi. Pour le coup. Les horaires n'étaient pas durs, la pression des deadlines, tout ça, ça allait encore, tous les côtés un peu, qu'on pourrait dire, un peu négatifs du métier, je ne les ai pas trop rencontrés à ce moment-là. Mais par contre, la personnalité de l'avocate était un peu difficile, quoi. Donc tu termines cette expérience et de fait tu termines ton magistère. Yes. Et à ce moment-là, comment ça se passe? À ce moment-là, je me dis que il faut que j'améliore mon anglais. Je me rendais bien compte qu'il n'était pas au niveau et la fac de Aix proposait plusieurs LLM ou équivalents d'LLM. Il y avait aussi des gens qui s'orientaient vers les écoles de commerce. Donc j'ai hésité pas trop longtemps parce que j'avais vraiment envie d'une expérience à l'étranger et donc du coup j'ai postulé via la fac d'Aix pour un diplôme à Londres, à UCL, University College of London. Est-ce que financièrement parlant, est-ce que tu te souviens si du fait que ça passe par Aix, est-ce qu'il y avait une sorte de bourse ou... Exactement. Ouais. C'était assez amusant. J'ai payé les frais de scolarité d'Aix, donc c'est-à-dire 500 €. Et je suis allé dans un diplôme qui coûtait pour les locaux, je ne veux pas dire de bêtises, je pense qu'eux ils payaient 12 000 € ou 8-9 000 €. Mais le pire, c'était ceux qui venaient d'Asie. Eux, ils étaient peut-être à 25 000 € et je me rappelle d'un tour de table. Donc j'étais nul en anglais. Et à un moment, ce sujet arrive, combien vous avez payé? Et moi, je dis 500, donc qui veut dire 500. Et là, il y a un Asiatique qui me reprend, genre, tu sais pas parler anglais? Il me dit non, 5000. Je dis non, j'ai vraiment payé 500. Et il en revenait pas. Il en revenait pas de lui payer 25 000 € et moi payer 500 € pour le même diplôme. Donc ça, c'était super. C'était super, j'ai même eu une bourse. Et grâce au côté très prévoyant de mon père, sur les 800 € que je gagnais quand j'étais en apprentissage, il m'avait dit tu vis très bien avec 400, donc je vois pas pourquoi tu passerais au double. Donc il m'avait fait de manière forcée épargner pendant la moitié pendant un an, ce qui fait qu'en fait Londres, le coût de la vie à Londres un peu plus cher, tout ça ça a coûté la même chose que quand j'étais à Aix. Ok, super. Et quand cette année de LLM se termine, ça y est, tu parles anglais?
Ouais, donc là T'as où... adoré ton année. Exactement. Et donc là, je rentre en France, je passe le CRFPA pour la première fois, donc à Paris. Donc t'avais vraiment en ligne de mire d'être avocat. C'est pas... Ouais, parce qu'en fait, il y avait déjà des gens qui n'avaient pas perdu de temps. Il y avait des gens qui l'avaient déjà eu. Je connaissais des gens qui étaient dans mon diplôme, qui peut-être ils n'exerçaient pas encore, mais ils étaient lancés. En fait, quand on était dans le magistère, c'était la voie, quoi. On nous disait, oui, il y avait des gens qui choisissaient d'être juristes, il y en avait qui choisissaient d'aller au Luxembourg, mais l'essentiel avait cet objectif-là de devenir avocat. Et donc, du coup, pour moi, c'était un peu la suite logique. Tout le monde faisait ça, donc j'y suis allé. Pas assez bien préparé la première fois, puisque j'avais passé l'année à Londres, j'avais pas assez travaillé, donc je l'ai loupé. C'est quand même un concours assez curieux, mais bon. Et du coup, ben là, il faut... Tu te souviens comment t'as vécu le fait de pas l'avoir? Pas super bien parce que en fait les épreuves s'étaient bien passées. C'est ça. Ce qui est amusant, c'est que la première année, donc je l'ai loupé, j'ai eu je crois 9-8 aux écrits. L'année suivante, j'ai eu 12-8 aux écrits et je suis sorti avec le même état d'esprit. C'est ça qui est drôle. Et donc du coup l'année suivante, par contre, j'ai vachement stressé parce que je me suis dit, j'ai pas l'impression d'avoir mieux réussi. Mais c'est vrai que par exemple, j'avais droit commercial. La première année, c'est ça qui m'a tué, je crois, ma moyenne. Et pourtant, j'étais sorti assez content, ma copie. L'année suivante, pareil, je suis sorti assez content. Et là, j'ai majoré l'épreuve. Et du coup, il y a quelque chose que je comprends pas. Et je raconte toujours la même anecdote sur cet examen. Donc, je faisais une prépa, comme le font l'essentiel des gens. Et j'avais un ami qui faisait une autre prépa. Et on travaillait ensemble. Et un matin, j'avais vraiment la flemme d'aller à l'épreuve. Et donc, je lui dis, j'y vais pas. Si ça te va, on le fait ensemble, on en discute ensemble. J'ai pas envie d'aller dans l'amphi et tout. Il me dit ok, et donc je lui montre l'arrêt, il me dit ah mais moi dans ma prépa on l'a fait il y a 3-4 jours celui-là. Et je lui dis j'ai la correction. Je dis ah bah nickel, on regarde la correction comme ça en même temps. Et là il nous est venu une idée un peu saugrenue, on s'est dit et si on inversait les corrections? C'est-à-dire si toi tu envoyais ta correction, moi j'envoyais ta correction dans ma prépa et inversement. Donc c'est-à-dire qu'en gros il y avait une prépa B, et elles se sont corrigées elles-mêmes. C'est-à-dire elles ont corrigé la perfection, selon elles. Ouais. J'ai pas eu la moyenne. Dans aucune des deux prépas, on a eu la moyenne. Ça donne une idée. C'est-à-dire que la façon de rédiger pour une personne est un peu différente. Et donc, selon le correcteur, et moi, je connais des gens que je considère comme brillants qui ont loupé le CRFPA. Et je connais des gens que je considère comme moins brillants qui l'ont eu haut la main. C'est une super anecdote et c'est bien de dire ça parce que je pense que c'est déculpabilisant, quoi. Enfin... Oui, c'est ça. En fait, du coup, ce qui est amusant, c'est que je me suis pas senti... j'avais pas une fierté immense de l'avoir eu, mais comme j'avais pas non plus l'année d'avant une déception immense. Après, il y a toujours un peu d'aigreur quand on loupe un concours. On voit ceux qui avancent et nous on reste sur le quai de la gare. Et donc là, je me suis retrouvé, c'est du jour au lendemain, je me suis dit, il faut que tu bosses. Et moi, j'ai envoyé, je me rappelle, le week-end, j'ai envoyé mon CV à 200 personnes. Alors, j'ai été aidé par un ami, il m'a dit, bon, on va redescendre tout le book du magistère, on va regarder tous les cabinets d'avocats, et on a fait ça en série. Et du coup, quand tu envoies ton CV à 200 personnes, tu as des retours. Et 8 jours après, j'avais un stage. Et dans un tout petit truc, c'était un avocat tout seul qui s'était mis à son compte. Toujours, hein. Non, là j'étais à Paris. Là, donc je m'étais installé à Paris, j'avais préparé le CRFPA à Paris. Et donc du coup, je suis resté à Paris. Et donc oui, j'ai envoyé tous ces CV et un stage dans un petit cabinet. En mi-temps, ça m'allait bien. Je me suis dit, comme ça, là, je vais pouvoir vraiment le préparer sérieusement, le concours. Et donc je le travaillais un peu soit le matin, soit l'après-midi. Et ensuite, j'ai fait un stage là c'était un avocat tout seul, un ancien juriste qui s'était mis à son compte. Et le deuxième stage, donc dans l'année, c'était un avocat dans une plus grosse structure, PwC aujourd'hui, Landwehr avant. Alors attends, prenons un peu dans l'ordre. Du coup, le stage à mi-temps auprès d'un avocat seul, comment ça s'était passé ? Alors ça s'est bien passé, c'était amusant parce qu'il venait de se mettre à son compte un an avant, donc il débutait encore, il faisait de la prospection, il écrivait des newsletters qu'il envoyait à ses prospects. C'était un tout petit cabinet, maintenant je le revois, maintenant ça n'a plus rien à voir, il est en plein centre de Paris, il est avec d'autres personnes, ils ont une belle salle de réunion. Là c'était un petit câble, il était à côté de Gare du Nord. Il faisait froid dans le cabinet, tu vois, c'était le gars qui démarre il devait avoir 40 ans, il avait eu une carrière de juriste qui avait bien fonctionné et il avait envie de changer. Je pense que lui pour le coup il avait toujours eu envie d'être avocat et donc il découvrait le métier un peu sur le tard, quoi. Et c'était intéressant, c'était très diversifié et il y avait un peu de fiscalité des particuliers. C'est là la première fois que j'ai fait de la fiscalité des particuliers parce que mon diplôme n'était pas du tout orienté fiscalité des particuliers, c'était plutôt fiscalité de l'entreprise. Je faisais un peu le tout venu,
des tâches plus ou moins intéressantes, mais j'étais peut-être un peu moins impliqué que pendant mon alternance, parce que j'avais vraiment, du coup, l'objectif CRFPA. Donc j'allais, je faisais mon boulot, mais j'essayais pas de voir un peu plus loin. Donc, et ça s'est passé assez vite au final. Ça a duré 4 mois, je pense, donc c'était assez rapide. Et non, avec lui, c'était le profil peut-être opposé de l'alternance. C'était quelqu'un de bienveillant. Avant moi, il avait aidé une ancienne collaboratrice qui ça s'était très mal passé. Elle était venue travailler avec lui un petit peu, histoire de la remettre un peu sur les rails. Et ça se passait que il n'y a jamais eu un mot négatif dans sa bouche en 4 mois. Pourtant, je pense qu'il y avait forcément des parties du travail qui n'étaient pas parfaites, c'est sûr même. C'était quelqu'un qui avait envie que ça se passe bien. Voilà. Et après, donc, PwC. Après PwC, donc là, changement total d'univers. Donc là, je débarque dans un Big Four, donc c'est une grosse structure. Et donc, c'est un département particulier qui s'appelle, c'est ce qu'on appelle des départements de mobilité. En gros, c'est des départements qui s'occupent des salariés qui se déplacent en Europe ou dans le monde. Donc ils s'occupent soit des impatriés, soit des expatriés, mais on s'occupait des impatriés et on faisait leur déclaration. Donc c'était pas ce qui est intellectuellement le plus stimulant, mais c'était sympa de découvrir une structure totalement différente. C'était un département énorme, stagiaires plus avocats, on était peut-être 120, on devait être 40 stagiaires, un truc fou. Mais du coup, une ambiance incroyable. Beaucoup de gens comme moi qui avaient loupé le CRFPA. Donc l'air de rien, c'est bête, mais on se sent moins perdant, on est moins dans cet état d'esprit. En fait, on est avec des gens qui sont pareils, on se dit, bon, je n'étais pas le seul à échouer à ce concours. J'ai fait 2 stages chez PwC, le premier stage, au bout de 3-4 jours, je crois, le jeudi, on est tous sortis ensemble. Il y avait une ambiance incroyable entre stagiaires. Au-dessus, les gens qui nous dirigeaient étaient assez jeunes, c'est des départements assez jeunes. Et donc là, le boulot c'était très procédurier. Il y avait vraiment une procédure très spécifique à suivre. Il y avait un des directeurs qui plaisantait en disant quelqu'un qui est rigoureux, qui connaît rien au droit, il fera une meilleure période fiscale que quelqu'un qui n'est pas rigoureux et qui connaît tout par cœur, enfin qui est très bon. Il y avait vraiment tout un process à suivre pour faire ces déclarations et c'était assez rassurant, je trouve, surtout dans une année où on est un peu en transition, on prépare un concours. En fait, il fallait bosser et bosser avec rigueur. Et donc du coup, c'était un moule assez rassurant, dans lequel je ne me suis pas projeté sur du long terme parce que je le trouvais peut-être un peu trop rassurant. Je me suis dit, dans ce cabinet-là, je ne me suis pas dit j'ai envie d'être comme les gens qui ont 50 plus. Et je pense que c'était un élément clé pour moi pour être dans une structure dans laquelle je me projette. Le fait que ce soit quand même très spécifique faisait qu'ils étaient très très bons dans leur branche, mais pas forcément dans d'autres. Et en plus, au fur et à mesure qu'ils gravissaient les échelons, il y avait de moins en moins de droits. Il y avait plus de process, c'est d'autres compétences que certaines personnes n'ont pas, ça demande vraiment des compétences particulières et mon directeur, il était incroyable, il était partout, franchement, je pense que c'était un type brillant, mais il avait développé d'autres compétences que des compétences juridiques en plus. En fait, je me suis dit, je ne sais pas si j'avais poussé la réflexion à ce point à l'époque, mais je pense que je ne l'avais pas poussé à l'époque, mais à mon avis, aujourd'hui, ce qui est important quand on est avocat, c'est d'avoir une vraie valeur ajoutée. Parce que les avocats sont concurrencés par les délocalisations, ça semble incroyable, mais il y a des cabinets qui, typiquement ce genre de département, délocalisent. Ils utilisent des juristes en Inde ou dans le nord de l'Afrique. Et d'ailleurs, c'est amusant puisque dans ce cadre-là, moi, j'étais très investi. C'était mon premier stage dans une grosse structure. J'arrivais tôt, je partais tard. Je marchais vite dans les couloirs. J'avais coché toutes les cases du gars qui montre qu'il en a envie, quoi. Et du coup, un mois après moi, est arrivée une fille qui sortait de l'EDEC, qui faisait un stage final, qui faisait son stage là, et son objectif c'était d'analyser comment fonctionnait le département pour en ouvrir un. Il me semble que c'était à Marrakech. Et du coup, ils m'ont dit, bah tiens, elle va se mettre à côté de toi et elle va suivre ta journée et vous allez faire tout ensemble. Et donc, elle a regardé tout ce que je faisais, toutes les étapes, et elle a tout noté. Et au final, elle a fait ça, c'est-à-dire qu'elle est partie à Marrakech, elle a ouvert PwC Marrakech, où elle a greffé, je ne sais pas s'il y avait déjà une structure, et elle a, la première année, embauché 4 ou 5 personnes, et ensuite ça a grossi. Et aujourd'hui, cette équipe-là fait des déclarations, et du coup, ils ont plus 40 stagiaires, ils en ont plutôt 10. Et donc là, il y avait déjà
Et donc toi, t'avais pris conscience de ça, enfin, du fait d'échanger avec elle? Je pense pas à ce moment-là, ça m'est venu après. Mais par contre, j'avais pris conscience que il y avait, en termes de valeur ajoutée, ce genre de département irait sur d'autres domaines. C'est-à-dire que ceux qui monteraient et ceux qui survivraient à cette concurrence, ce seraient ceux qui développeraient d'autres compétences, des compétences qui ne sont pas juridiques. Et à ce stade, moi, je voulais faire du droit. Je voulais aller dans des cabinets où le spectre est un peu plus grand que ce genre de département. Mais bon, j'ai quand même fait une deuxième période fiscale chez eux. Donc, j'étais pas non plus sûr à 100%. Donc, cette deuxième période fiscale, tu l'as faite après, une fois que tu étais rentré à l'école, du coup? Exactement. Donc, je suis parti, j'ai passé mon CRFPA et j'en avais déjà parlé. Je leur avais dit, je voulais plus perdre de temps parce que j'avais un peu de retard avec. Retard. Oui, mais sur le papier. Mais c'est drôle parce que c'est vrai quand on est dans ce cursus et qu'on enchaîne, on a l'impression que une année a pas, on a l'impression que c'est du retard, alors que moi, personnellement, je déteste cette idée de retard ou d'avance ou ça veut rien dire, mais. Je suis d'accord. Je suis d'accord maintenant, mais à l'époque j'étais dans mon tunnel et du coup je comptais les années et je voyais des gens qui avaient le même âge, qui avaient 1 an de moins que moi puisque j'avais déjà du retard avec médecine et ils bossaient déjà et je me disais purée mais eux ils bossent déjà, ils sont dans des cabinets et au final il vaut mieux je pense prendre son temps et aller dans une voie qui te correspond plus, mais à l'époque j'étais dans ce tunnel et donc du coup je me dis ok il y a 6 mois d'école où il y a des cours. Je vais probablement rien apprendre dans les cours parce que c'est très large et que je suis déjà spécialisé. Il faut que je bosse pendant ce moment-là. J'en ai parlé à mon directeur. Ils n'avaient jamais fait ça avant, mais à force de lui demander, ils ont créé ça. Donc j'étais de ce département, il me semble, le premier alternant. Et donc du coup, là, j'étais à l'EFB le matin et l'après-midi, j'étais au cabinet. Et l'après-midi et la soirée au cabinet. Et tu étais dans le même département chez PwC? Même département, mais t'as vraiment fait la même chose? Mais plus poussé. Et du coup, c'était assez amusant. Ça aurait presque pu me faire changer d'avis sur la vision que j'avais eue. Parce que du coup, comme j'avais déjà fait une période fiscale, tout le b.a.-ba, je le connaissais. Ils m'ont mis sur du boulot un peu plus complexe, qui est intéressant, mais ça n'a pas changé mon opinion. Et ils m'ont proposé de rester donc ensuite faire mon PPI et mon stage final dans ce cabinet. J'avais déjà le stage final dans un autre cabinet et j'ai dit non. J'ai cherché un PPI ailleurs, un peu tard, parce que je pensais le faire chez eux en fait. Je pensais rester l'année, mais ça m'a été refusé par l'EFB. Bon, ils n'ont pas voulu, donc je me suis retrouvé à devoir trouver un PPI en 15 jours. Là, j'ai refait la technique d'envoyer un CV à 200 personnes. Et du coup, j'ai fait envoyer banque privée et gestionnaire de patrimoine. Parce que là, j'avais décidé de m'orienter vers fiscalité des particuliers. Je pense que j'avais pas le profil pour les banques privées. Donc du coup, ça n'a rien donné. Et je me suis retrouvé à postuler chez des gestionnaires de patrimoine. Je voulais découvrir un peu ce que c'était ce métier-là. Et du coup, il y en a un qui m'a répondu tout de suite. J'ai passé un entretien et j'ai commencé... assez vite, puisque comme je pensais faire mon PPI chez Landwell et que ça s'est pas fait, je crois que 10 jours après, je commençais chez lui. Et là, c'était une expérience totalement différente. C'était super parce que c'était une période de ma vie beaucoup plus calme. L'école, c'était fini, les horaires étaient plus tranquilles. J'avais un peu acquis une rigueur de travail qui était supérieure à ce à quoi il était habitué avant, puisque lui, il embauchait plutôt des stagiaires qui étaient plus jeunes, qui étaient en école de commerce, mais pas des très grandes écoles de commerce forcément, mais des stagiaires un peu plus jeunes. Donc du coup, avec la rigueur que j'avais, il était assez content de ce que je faisais. Il me montrait tout. Il m'a amené en rendez-vous client. Il m'a vraiment fait découvrir ce que c'était son métier. Et c'était très intéressant parce que dans lui, donc c'était un vrai gestionnaire de patrimoine. Donc en gros, ce qu'il faisait, c'était de la gestion financière. Et à côté, dans le même cabinet, en fait, il y avait une ancienne avocate, qui avait quitté la profession et qui s'était mise à devenir gestionnaire de patrimoine. Sauf qu'elle ne connaissait pas le métier, donc elle était aidée par lui. Et elle venait de chez Fidal, elle était associée, et de la direction fiscalité patrimoniale. Et donc en fait, pour moi, elle avait un peu tout compris, elle s'était mise à son compte. Elle avait une base de clients, elle leur fournissait un service juridique, et en plus, elle leur fournissait une prestation un peu financière. Elle faisait vraiment un package que pourraient faire des family office, mais toute seule, quoi. Elle bossait à son compte, toute seule, et elle se débrouillait super bien, quoi. Et quand je l'ai vue, elle, je me suis dit, ah purée, j'aimerais bien être comme elle quand j'aurai 40 ans, tu vois, être passé par un cabinet, avoir réussi à
avoir fait grossir sa clientèle. Et quand tu as 40 ans, t'as jamais fait le tour en droit, hein, ça change tout le temps, mais que tu commences à être un peu bon, je pense que, à mon avis, sauf quand tu es très très bon, il te faut bien ces années-là pour commencer à être bon. Et te dire, ben voilà, maintenant je vais proposer un autre service qui est rattaché, et je me forme sur ce nouveau service. Elle avait une stagiaire et elle l'a prise pour devenir chercher un collaborateur. Et j'en avais discuté avec un ami, je lui avais dit j'hésite à postuler moi aussi, ça peut être sympa de commencer comme ça avec une seule personne. Finalement, elle fait ce que j'aimerais faire dans 15 ans, mais pourquoi je le fais pas maintenant et tout. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit que j'aurais pas vu assez de choses, que c'était dangereux de travailler avec une seule personne qui avait, elle, sa réputation. Elle a été passée par des grosses structures. Mais moi, si je travaillais avec elle, j'aurais pas joui de sa réputation. Donc, sur un CV, ça aurait été moins valorisant que passer par des gros cabinets. Et du coup, c'était un peu dangereux si elle arrêtait, tout simplement. J'aurais eu du mal à me reconvertir, je pense. En fait, t'as pas eu confiance en ta capacité de vendre après les compétences acquises auprès d'elle. C'est pas que j'ai pas eu confiance dans ma capacité à vendre, c'est que je pense que le marché ne m'aurait pas sélectionné. Il y a quand même une bonne compétition sur ce marché-là et il faut quand même cocher quelques cases. Il y a certains cabinets qui ferment les portes très vite, hein, des grosses structures. Et toi, tu voulais vraiment passer par la case grosse structure ? Je voulais pas me fermer cette Okay. porte-là en tout cas. Bon, de toute façon, c'était totalement théorique parce que j'ai jamais postulé et il est probable. Non, mais c'est Voilà. intéressant cette réflexion parce que du coup, ça a été une question que tu t'es posée Oui, exactement. et ça a été un peu une ligne de croisement pour toi. Tiens, il y a ça m'attire beaucoup, Ouais. j'aimerais bien faire ça à terme. Mais maintenant, est-ce que je prends cette branche tout de suite ou... Oui, oui. Et Ouais. donc, c'est pour ça que je creuse parce que... En fait, elle est. Ce qui m'a fait, il y a cet aspect-là. Je me suis dit, c'est moins sécurisant parce que c'est pas quelque chose de reconnu. Et si ça se passe mal dans un an, je me retrouve sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'étais 1 an collaborateur dans ce cabinet. Ok, je connais pas. Personne ne connaît parce que c'est une petite structure. Elle est peut-être un peu connue, mais bon, son cabinet, on le connaît pas vraiment. Mais il y avait aussi le fait que, comme elle était à son compte, elle avait son rythme. Il y avait moins, je pense, il y aurait eu moins de dossiers, moins de diversité que dans une structure un peu plus grosse. Et j'avais un peu peur de ne pas traiter un peu tout ce qu'on peut traiter dans cette matière-là. Et du coup, je pense que c'est plus facile quand tu as 15 ans ou 10 ans d'expérience, que tu as un peu vu beaucoup de choses, de dire ok, moi maintenant je me concentre sur cette branche-là, mais si j'ai des questions ailleurs, je peux y répondre, que dès le début, se spécialiser à fond. C'est déjà quand même très spécialisé. Je fais du fiscal des particuliers, donc on est quand même dans quelque chose d'assez spécialisé. Si en plus tu vas te mettre avec quelqu'un qui a ciblé une clientèle particulière et qui travaille avec cette clientèle-là, d'entrée de jeu, tu es sur un marché de niche et qui dit marché de niche dit moins de facilité à retrouver un emploi et surtout si le marché s'arrête, tu t'arrêtes avec lui. Donc je pense que c'était une décision de raison et encore une fois, de toute façon, c'était quelque chose d'absolument théorique parce que j'ai jamais postulé, elle avait quelqu'un qu'elle a gardé au final. Donc, mais c'était intéressant de voir ce profil-là, de voir ce profil qui avait quitté le cabinet d'avocat. Elle avait tout fait. Elle était passée par Fidal et ensuite elle avait été à la direction juridique d'une banque privée. Du coup, elle avait fait un peu tout ce qui pourrait ressembler à une carrière, je dirais, idéale. Et là, elle était à son compte. Et du coup, c'était un des aspects intéressants de ces... En tout cas, ça t'a ouvert les perspectives. Tu t'es dit, tiens, on peut faire d'autres choses que juste évoluer comme juriste ou avocat dans un cabinet, dans une certaine linéarité. Oui, exactement. Super. Et le gars pour qui je travaillais était extra. C'est un type qui a une aura, il arriverait... on a envie de lui faire confiance et il pourrait vendre de la glace aux Esquimaux. Donc, il est vraiment doué, quoi. Il m'a amené jouer au squash dans un club dans lequel il jouait. Il connaissait tout le monde, mais vraiment tout le monde. C'est-à-dire, il a serré, je sais pas, on y était 1 heure sur place, il a dû serrer à 40 mains, quoi. C'était ce genre de profil-là, mais qui nous manque dans le droit. C'est-à-dire qu'en droit, on n'apprend pas vraiment à se vendre. Et lui, il aurait été avocat, mais il aurait fait un carton. Vraiment. Enfin, je pense que quand tu sais vendre, tu peux faire un carton partout, en fait. Oui, c'est sûr. Et donc voilà, et après ce stage-là, j'ai commencé mon stage final. Donc là, c'était chez Baker et McKenzie. Donc c'était vraiment un département de fiscalité patrimoniale. Pour moi, c'était le Graal. Je voulais arriver dans ce département-là parce qu'ils étaient réputés, ils étaient bien classés. J'avais eu une offre de stage final également chez Fidal. J'avais hésité parce qu'ils avaient un bon département aussi, mais je sais pas, Baker, il y avait une aura de Baker que je n'explique pas.
Enfin, oui, je l'explique. J'avais un très bon ami qui y bossait. Et voilà, ce qu'il me racontait, ça me faisait envie. Donc j'avais envie d'arriver. C'était quoi ce qu'il te racontait qui te faisait envie, justement? Je sais pas. Bizarrement, c'est tout ce qu'on pourrait trouver négatif dans le métier. Les grosses horaires, le fait d'être stimulé, d'être sur des gros dossiers, d'avoir un peu de pression. J'avais l'impression qu'il était dans un cabinet où il y avait des vrais enjeux, quoi. Et puis, je sais pas, c'était les gens, j'avais vu quelques personnes avec qui ils travaillaient. J'avais envie d'être dans ce cabinet, quoi. Quand ils m'ont fait proposer le stage final, j'ai dit oui tout de suite. Et j'étais ultra motivé quand je suis arrivé chez eux. Et donc là c'était... Ça y est, hein, la partie commençait. Le but, c'était d'avoir une collab. Donc, c'est ton stage final, tu vas à fond, quoi. Tu fais des gros horaires, tu t'impliques à 100%. Et là aussi, c'était une grosse équipe pour de la fiscalité du patrimoine. Et il y avait plusieurs avocats. Je travaillais avec tout le monde. Tout le monde était... Et ça se passait, quand je dirais bien, en fait, c'était des personnalités différentes. Déjà, j'ai retrouvé une personnalité bienveillante, ce qui est assez rare dans ce métier, pour être souligné. Donc, il y avait une des avocates qui était vraiment très, très gentille, quoi, dès que je bossais avec elle, ça se passait super bien. C'est gentil, ça ne veut pas dire pas rigoureux ou qui dit pas les choses. Hein. Elle savait me dire quand c'était pas bien, elle le disait, elle était exigeante. On peut être bienveillant et exigeant. Je pense que c'est un... Non, mais c'est drôle qu'on en arrive à dire... Vous savez, on peut être exigeant et gentil. Non, mais parce que il y a des... Parfois, il y a une forme de... Quand on est exigeant, on doit dire quand ça se passe mal. Et on pourrait qualifier ça de méchanceté. Mais en fait, moi, je considère que c'est pas du tout de la méchanceté. Il faut dire quand ça se passe mal, il faut dire quand le travail n'est pas bien fait, sinon on ne progresse pas, en fait. Ouais. Donc, mais tout est dans la manière de le dire. C'est ça. Et c'est marrant parce que, pour moi, le métier d'avocat, c'est un métier où il ne faut pas être susceptible. Et d'ailleurs, je connais des gens qui ont fait des études d'avocat que je considérais comme plutôt susceptibles, qui ont besoin d'être rassurés, d'avoir confiance en eux. Ils ont arrêté. Parce qu'on se prend un peu des taquets régulièrement, quoi. Ça arrive à qui c'est pas arrivé de bosser pendant 5-6 heures sur un truc et il y a 40 modifs à passer, quoi. Et on se dit, mais c'est pas possible, je suis débile ou quoi. J'ai bossé j'étais concentré et tout. Non, c'est juste que il faut répondre à une exigence qui est particulière et en plus, l'exigence de l'un n'est pas l'exigence de l'autre. Si on travaille avec un associé, avec un autre associé, c'est deux façons de travailler totalement différentes. Et si vous devez faire le même boulot, c'est la même histoire presque que celle des deux prépas où on inverse les copies. Ouais. Donc il faut juste prendre le pli et ça prend du temps. Et c'est bien aussi que les gens ne soient pas tout de suite disent c'est très bien. Et je le vois dans mon boulot actuel, ça fait 9 mois que j'y suis et une des personnes avec qui je travaille, je commence à prendre le pli de la façon dont elle travaille. Je vois qu'il y a moins de modifs, je vois qu'elle est plus satisfaite et c'est satisfaisant parce que je suis passé par ce stade où elle n'était pas satisfaite au début. Et du coup, donc, dans cette équipe, il y avait donc, plusieurs avocats et ils étaient tous sympas. Certains me stressaient un peu parce qu'il était très exigeant et je débarquais à chaque fois stressé dans son cabinet, dans son bureau. Mais c'était l'exigence qui te faisait stresser ou c'était... Parce que ce que je comprends, c'est quand même que tu avais déjà acquis beaucoup de rigueur, oui. Tu avais déjà de l'expérience, et comme tu dis, tu n'étais pas susceptible et tu acceptais la critique sur ton travail et tout. Donc, c'était son exigence ou sa manière d'exprimer son exigence qui était... Non, c'était que, en fait, quand on allait dans son bureau, il fallait tout avoir balayé. Et il fallait être vraiment prêt sur le dossier. En gros, on ne pouvait pas lui dire l'arrêt dit ça. Il fallait avoir lu l'arrêt. S'il y avait des articles qui étaient cités, il fallait les avoir lus. C'était une bonne école de bosser avec lui. Il fallait vraiment avoir balayé tout ce qui était dans le champ de la recherche, quand je faisais des recherches. Et du coup, il posait des questions quand il lisait la doc du tac au tac. Et vraiment, quand j'allais le voir, j'avais l'impression que j'allais à une épreuve, qu'il fallait que je connaisse tout. Donc ça me stressait un peu parce que j'avais envie de le satisfaire. Puis il y a le fait aussi que ce soit un stage final. On veut vraiment que ça se fasse bien quand c'est un stage final. Enfin, moi, j'avais vraiment envie de rester dans ce cabinet. Et du coup, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais, quoi. J'arrivais tôt, je partais tard, mais il y avait une bonne ambiance. Et t'as été pris ? Alors, en fait, une grosse partie de l'équipe a monté son propre câble. Ils sont partis. J'étais le dernier stagiaire de l'équipe telle qu'elle était. Il y a une équipe qui a été maintenue, qui s'est reconstituée, qui est aujourd'hui peut-être pas aussi grosse qu'à l'époque, mais qui existe. Mais du coup, comme ils quittaient, ils embauchaient pas. Je me rappelle, j'allais les voir, j'avais commencé à aller les voir assez tôt. À leur dire, voilà, je suis intéressé, moi je veux rester ici, je postule ailleurs, mais
s'il y a une place, je suis intéressé. Et du coup, il me l'avait dit assez tôt quand même, pour que je puisse chercher ailleurs. Quand ils m'ont dit qu'ils ne me prenaient pas, ils m'ont pas dit qu'ils quittaient le cabinet, ça je le savais pas, parce que c'était pas encore clair dans les têtes de tout le monde. Et du coup, ils m'ont juste dit il n'y a pas d'activité, on va pas embaucher. Donc je n'étais pas vexé, ils m'ont dit on est content de ton travail, mais il n'y a pas d'activité. Alors on se dit toujours, moi j'avais quand même cette musique, si j'avais été vraiment super, même s'il n'y a pas d'activité, ils m'auraient pris. Donc il y a quand même un poste musique, mais après, en ayant découvert après qu'ils partaient, qu'ils montaient leur cab, j'avais plus du tout de regrets, quoi. Mais c'est là que la personne très bienveillante est intervenue. Elle, en fait, elle a décidé presque de faire qu'on monte une team ensemble pour trouver une collab. C'est-à-dire, elle m'a dit, ok, là, on n'a pas pu t'offrir de collab ici, mais je vais faire jouer mon réseau et je vais t'en trouver une, quoi. Et au final, dans mes recherches, j'ai eu au final 3 offres de collab, 2 venaient de cabinets où c'est elle qui m'avait introduit. Donc, et celle que j'acceptais, c'était elle qui m'avait introduit et elle avait quasiment fait le boulot parce que je suis arrivé en entretien. C'est presque s'il ne m'avait pas déjà fait signer le contrat de collab. Et elle m'avait fortement recommandé. Et donc ça, c'était super cool. C'était vraiment super sympa de sa part. On se sent soutenu, épaulé. C'est génial qu'elle te l'ait proposé parce que je pense que souvent, on n'ose pas demander. Ouais, exactement. Comment tu as fait ton choix entre ces 3 offres ? Alors, donc, il y avait 3 cabinets de structures complètement différentes. La première, c'était un petit cab. Ils étaient peut-être... je sais pas, 6-7 avocats, ils faisaient moitié fiscalité particulier, moitié fiscalité des entreprises. Ce qui me tentait, c'est que du coup, j'aurais fait un peu des deux. Ce qui me gênait un petit peu, c'est que c'était un petit cab, un peu moins coté, et j'avais eu un feeling moins sympa que dans les autres. Feeling, justement ? Ce feeling, c'est que les entretiens avaient été difficiles. On m'avait poussé dans mes retranchements, quoi. Ce qui peut être bien, hein, mais il y avait un des associés qui était un vrai passionné de droit, comme c'est beau, des gens qui sont vraiment passionnés par le droit. Et pour lui, du coup, il me posait plein de questions. Et il était très technique. Très technique et très... c'était une personnalité assez particulière, à mon avis, un truc assez amusant qui peut... Je sais pas si ça a joué dans ma décision, mais à un moment dans l'entretien, on arrive toujours sur les hobbies, qu'est-ce que vous faites, les classiques, j'aime boire des verres avec des amis, aller au ciné, et je lui dis, je viens faire du sport. Il me dit, vous faites quoi ? Il se trouve que j'avais couru le semi-marathon, enfin j'avais couru puis marché le semi-marathon, parce que j'étais en stage final et que je l'avais pas du tout préparé, mais une fois que j'étais inscrit, j'ai quand même décidé d'y aller, et donc j'avais fait un temps qui, pour quelqu'un qui court, serait considéré comme ridicule. Sauf que, en règle générale, les gens ne disent pas ça. On leur dit, tu dis ton temps, ils disent, ah ok, très bien. Mais lui, non. Lui, il m'a dit clairement, mais c'est pas de la course. Ce temps-là, c'est pas de la course. Vous êtes allé faire une balade, quoi. Et je me suis dit, waouh, il a quand même... là, on est en train de parler de sport. Je trouve ça quand même pas mal de courir un semi-marathon, même si le temps est pas incroyable. Et je me suis dit, mais dans le boulot, ce genre de gars-là, ça doit être vraiment difficile de bosser avec lui. Et en fait, c'est amusant parce que plus tard, j'ai rencontré un avocat qui était passé par chez eux et aucun regret. La façon dont il m'en a parlé, il m'a dit que c'était très compliqué, quoi. Ouais. Donc sur celui-ci, aucun regret. Et ensuite, le choix cornélien entre les 2 autres, c'était la structure où je suis maintenant et la structure où j'étais avant. Donc la structure où je suis maintenant, ils m'ont fait une offre à l'époque et j'ai refusé. Pourquoi t'as refusé ? En fait, c'était 2 choses, une question de timing aussi. Donc c'est une structure un peu plus grosse où je suis maintenant et le process était un peu plus long et j'ai eu une réponse un peu plus tard. Et comme j'hésitais entre les 2, mais que la réponse est arrivée 3-4 jours après les avoir relancés et tout ça, du coup, c'était un peu ça qui m'a fait décider. Et puis, j'avais eu un super feeling dans le premier. Encore une fois, donc ce feeling, si tu peux décrire. L'entretien s'était passé. En gros, il y avait donc, j'avais rencontré 2 associés, une qui était l'amie de celle chez Becker qui m'avait recommandé, qui faisait de la fiscalité des particuliers et de la mobilité. Et la mobilité, c'est ce que j'avais fait chez Landwell. Donc, même si c'était une voie qui m'intéressait moins, je m'étais dit ça peut être sympa d'en refaire. Donc, c'est pas du tout un truc qui m'avait refroidi. Et à côté, il y avait l'associé fondateur qui, lui, venait de Meyer Brown. Et en fait, il y avait vachement d'énergie, quoi. Ils venaient, le cab avait 2 ans et demi. Il m'a vendu le truc. On est sur la pente ascendante. C'est maintenant qu'il faut rentrer dans le bateau. Il y avait une vraie énergie, la façon dont il me parlait de ses clients, dont il me parlait de ses dossiers, ça m'a tout de suite donné envie de bosser avec eux. Est-ce que tu étais attiré justement par cet aspect cabinet qui se monte ?
et ça marche bien, et Ouais. j'ai envie de participer au développement d'un jeune Oui, cabinet. je m'étais dit, si tu arrives tôt, tu feras ta place plus facilement. Mais j'arrivais presque déjà trop tard. Au bout de 2 ans et demi, 3 ans, c'était peut-être, dans cette optique-là, c'était peut-être déjà trop tard. Mais effectivement, le fait que ce soit un nouveau cadre, entre guillemets, ça m'attirait bien. Ouais. Je pense qu'il y a moins de process, il y a encore des choses qui restent à faire. Donc, après, dans la pratique, ils étaient quand même bien organisés. Il y avait pas... Enfin, ils avaient passé ce stade, le stade de j'ai aucun process. Les choses ont changé. Moi, j'y suis resté 2 ans et demi. Entre moi qui suis arrivé à ce moment-là et quelqu'un qui sera arrivé quand je suis parti, c'était plus le même cadre. Hein. Ça avait changé, c'était beaucoup plus structuré, ils avaient une vision plus claire. Mais ça restait quand même un cabinet jeune, dynamique. Donc, il y avait quand même tous ces avantages qu'on peut avoir. C'était pas une structure établie avec un fonds de roulement et puis on se pose pas de questions, ça vient. Donc voilà, du coup, ces 2 offres-là, et donc j'ai accepté celle-ci, et j'ai quand même gardé un bon contact avec l'autre. Ça m'avait surpris parce que j'avais comme... ce qui m'a surpris, c'est que la directrice que j'avais rencontrée, elle m'a dit, bah, tant mieux, je suis content pour vous, j'espère que ça se passera bien, et si un jour vous bougez, n'hésitez pas à nous recontacter. Ça, j'ai trouvé ça super, parce que dans d'autres cabinets, il y a des cabinets qui m'avaient blacklisté parce que j'avais refusé des stages. Je trouvais ça fou. Mais notamment une structure où j'ai refusé 2 fois des stages, parce que j'avais eu 2 stages, soit une histoire de timing, le stage venait 10 jours après, ou parce que j'avais un stage dans un cabinet que je considérais plus approprié pour moi. Et du coup, quand j'ai cherché des collabs, ce cabinet-là m'intéressait. Mon CV est arrivé chez eux par toutes les portes. J'ai trouvé des collabs qui bossaient, je les ai contactés, ils ont allé déposer le CV. J'ai envoyé des CV à l'associé, j'ai envoyé des CV à la RH, impossible, j'avais pas de réponse. Donc du coup, il y avait un forum organisé par Assas, je savais qu'ils y étaient. Et donc j'ai attendu, il y avait 2 personnes, je me suis mis dans la queue de la RH, et j'ai attendu, et je lui ai dit bonjour, je m'appelle Guillaume Arrigui, je pense que vous avez vu mon CV plusieurs fois, et j'ai eu aucune réponse, je voulais juste savoir pourquoi. Et là, elle me l'a dit, elle m'a dit, ah monsieur Arrigui, mais je vois très bien qui vous êtes, vous avez déjà refusé 2 stages chez nous, vous comprenez, c'est pas possible. L'orgueil. C'est fou quoi. C'est Et c'est terrible. elle, la RH. En fait, c'est la plus importante dans le cabinet. Parce que les associés, après je l'ai découvert ça, les associés ils regardent pas souvent le CV, ils transmettent aux ressources humaines, et ensuite c'est les ressources humaines qui dispatchent, qui disent ça va, ça va pas. Et au final, j'avais bloqué à ce stade, mon CV n'est jamais arrivé pour l'offre de collab sur le bureau des associés. Et du coup, quand j'ai refusé, donc le cap dans lequel je travaille aujourd'hui, c'est EY, quand j'ai refusé et qu'on m'a dit, tant mieux pour vous, j'espère que ça se passera bien, mais si un jour vous bougez, contactez-nous. Le jour où j'ai voulu bouger, ça a été, en fait, j'ai contacté que ce cabinet. J'ai pas cherché à en contacter d'autres. Dans ma tête, c'est revenu comme d'un seul coup, quoi. Je me suis dit, bah ouais, j'avais eu un bon contact, j'avais eu une offre, je vais leur demander s'ils cherchent. C'est fou parce que, enfin, sûrement beaucoup de boîtes aussi, mais de ce que je connais, les cabinets se rendent pas compte à quel point c'est hyper marquant pour les candidats de jamais avoir de réponse ou tu sais les process de recrutement qui s'éternisent. Ouais. Tu relances, t'as pas de réponse, tu sais pas quand est-ce que tu vas avoir une réponse, du coup tu peux pas te positionner sur les autres offres. Et ils se rendent pas compte à quel point ça nuit en fait à leur image, à ton envie de bosser pour eux. C'est clair. Et au fait que du coup, avec ces histoires ou des histoires d'orgueil comme ça, alors que souvent c'est vraiment des histoires idiotes de timing, Mais bien sûr. du moment où tu as une réponse, du moment où tu dois en donner une, etc. Et qui font que, bah, en fait, t'as juste au bout d'un moment plus du tout envie de bosser pour eux et que finalement ils passent complètement à côté de personnes qui seraient formées, qualifiées pour bosser pour eux. Enfin. Et je sais pas si c'est toujours au niveau des RH, mais moi le cabinet en question qui m'avait blacklisté, c'était clairement la RH, puisque je me souviens que le stage que j'avais refusé chez eux, je devais voir un associé. Alors j'avais pas vraiment refusé le stage au moment où j'avais l'entretien, j'avais passé plusieurs strates avec l'associé. J'avais appelé pour lui dire voilà, je viendrai pas. Mais lui, il avait été très sympa. Il m'avait dit ah, vous rejoignez l'équipe, ok, ah, ben c'est super, c'est une bonne équipe. Donc, Il n'y a pas de raison, quoi. C'est ça, ouais. Je pense pas qu'il, surtout dans ce métier où il y a un turnover qui est incroyable. Si on commence à faire la fine mouche et à être susceptible parce que tel ou tel. Les gens ne bougent pas parce qu'ils n'aiment pas le cabinet, ils bougent aussi des fois parce qu'ils ont envie de voir autre nouveau chose. Challenge, ouais. Exactement. Et moi, je me souviens Alors, bien sûr, c'est au niveau de la recherche de stage, et je me doute que les cabinets, ils sont complètement ensevelis sous les demandes et tout, mais je me souviens, c'était peut-être au niveau du Master 2, où j'avais envoyé, pareil, une salve de CV. Et je me souviens qu'il y a une avocate qui m'a répondu négativement. Je suis sûre que c'était un mail copié-collé. En fait, je m'en fous. Ouais. Mais je me souviens de ce mail, de cette avocate qui me dit « Bonjour mademoiselle,
Je vous remercie beaucoup pour votre candidature. Je ne recrute pas en ce moment, mais n'hésitez pas à me recontacter pour vos recherches ultérieures. Point. Et je veux dire, cette avocate, je me souviens de son nom et en fait, j'ai suivi son parcours depuis. Il se trouve qu'on n'a pas travaillé ensemble après, mais c'est pour dire à quel point ça marque, ça change tout en fait dans ta vision des personnes à qui après tu as envie de renvoyer des CV. Je suis d'accord. Ouais. Travailler avec ou recommander, enfin des trucs stupides, mais même recommander une personne quand on te parle de quelqu'un, je sais pas. Oui, ça te donne une bonne opinion d'entrée de jeu. Ouais. Et pourquoi est-ce que pourquoi t'as eu envie de changer en fait tout simplement? De mon ancien cab. Ouais. J'ai eu envie de changer parce que j'avais pas fait le tour, hein, pas du tout, mais j'avais envie de voir d'autres choses, j'avais envie de voir un cabinet un peu plus grand, et puis j'avais envie un peu de me projeter dans l'ancien cabinet. Au final, la structure était assez établie, les fondateurs, entre guillemets, ceux qui étaient arrivés au début, étaient en place. Je pense qu'ils bougeront pas, ils s'entendaient très bien, ils bossaient bien ensemble. Et je me voyais pas, en fait. J'arrivais pas à me dire, tiens, dans 5 ans, où je suis dans ce cabinet. J'arrivais pas à me voir. C'était peut-être à tort. Hein, et t'en as parlé avec eux? Non, j'en ai pas parlé avec eux. Non, j'en ai pas parlé avec eux. Mais c'est vrai que j'aurais pu en parler avec eux. Ouais, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé parce que il y avait aussi une autre chose. J'avais envie peut-être de bosser un peu plus en anglais, peut-être sur des problématiques un peu plus internationales. Et je savais que de par leur activité, c'était peu probable que ça arrive. Du coup, je n'aurais pas parlé. J'avais envie aussi de bouger. Ça s'explique pas quand on a envie d'un peu un nouveau départ, découvrir une autre façon de travailler, une autre structure. Et je pense que ça fait aussi partie des choses auxquelles on n'est pas du tout formé en tant qu'avocat. Enfin voilà. Mais auxquelles les cabinets prennent pas d'initiative aussi, de juste d'évolution en interne. Enfin, de penser à comment est-ce qu'on va garder ton intérêt et ta curiosité et ton envie de travailler ici. Ben voilà, clairement pour des jeunes de notre génération, c'est tous les 2-3 ans, tu vois, on a envie de changer un peu de challenge, d'avoir un peu une évolution de nos compétences et tout. Et il n'y a pas d'initiative de la part des cabinets, mais même nous, en fait, on n'est pas du tout formés au fait de se poser cette question et d'aller voir les gens et de dire, ben voilà, je commence à avoir envie d'évoluer d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, vers quoi on pourrait aller. Je pense que le problème, il est double. Déjà, on n'est pas formé à ça, donc il vient de nous, effectivement, et au-dessus, c'est une autre génération. Ceux qui ont 40, 50 ans, ils viennent d'une génération où souvent on faisait le même métier que toute sa vie. T'as un boulot, t'es bien payé, ça se passe bien. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu vas te poser la question de bouger? Non mais c'est quoi ton problème? Ouais, mais c'est vraiment un problème de génération, de management et de s'adapter en fait à... Exactement. Et c'est vrai que là, je sais pas, ça me vient en tête, je pense à un article que j'avais lu sur Google, et je sais qu'il y a à peu près 20% de leur temps qui est dédié à faire un peu ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si ce serait une piste envisageable pour les avocats, mais ils font vraiment ce qu'ils veulent, donc ils peuvent se concentrer sur un truc de leur boulot pour monter un projet. Il y en a qui décident d'apprendre la guitare, hein, par exemple. C'est un temps dédié. Peut-être que ça peut être l'occasion, ça peut être une idée, et c'est l'avantage là des grosses structures. C'est-à-dire qu'au sein d'une structure comme EY, quelqu'un qui a envie... Donc EY, c'est la structure dans laquelle tu es actuellement? Voilà. Quelqu'un qui a envie de faire, je sais pas moi, du droit des associations. J'en connais un qui était, il y a 1 an, qui voulait faire ça. Il n'est pas du tout rentré dans un département qui faisait ça, mais il a cherché, il a trouvé l'associé, il est allé toquer à sa porte, il dit voilà, moi je suis dispo 100%, vous voulez m'appeler, je ferai le dossier. C'est l'avantage d'une très grosse structure. Ça ouvre un peu plus de possibilités, je pense, quoi. Donc voilà, du coup, quand j'ai dû bouger, c'était pas évident parce que, alors, le luxe, je trouve pour moi le luxe, c'était de bouger alors que tu es bien dans ton cabinet. Parce que du coup, tu n'as pas cette urgence. Mais c'est la meilleure manière de bouger, ouais. Exactement. Tu bouges pour les bonnes raisons. Exactement. Quand j'ai passé l'entretien chez EY, je disais, c'est un luxe, je leur disais, moi actuellement je suis bien dans mon cabinet, donc je ne vais pas me presser. Et du coup, ça te permet d'être plus serein, et tu te dis, si je trouve quelque chose qui me tente plus, tant mieux, j'y vais. Si je trouve pas, c'est pas grave, je suis pas malheureux dans mon cadre. Après, ce qui est plus dur, je trouve, c'est de l'annoncer, de le dire aux gens. Tu culpabilises un peu, enfin, niveau loyauté ou... Oui, peut-être un petit peu, et peut-être aussi, tu as l'impression d'abandonner le navire, puis tu t'es attaché aux gens. Ça fait 2 ans et demi. Au final, tes collègues, tu passes plus de temps avec eux que ta famille. Hein. Tu vois, tu es toute la journée avec eux, tu connais parfois des choses. Ce qui est amusant, c'est que tu connais parfois des choses qu'ils ne disent pas à leurs meilleurs amis. Il y a une proximité quand tu es au quotidien avec eux. Mais bon, ça s'est fait assez naturellement aussi. C'est amusant parce que je pensais que... Je me disais, ouais, le jour où ça se fait, tu vas dans le bureau, tu le dis, puis c'est réglé, c'est pas si compliqué que ça. Et en fait, quand je me suis retrouvé dans le bureau, en fait, mes jambes étaient coupées, quoi.
Si. Alors, j'ai juste dit, je me rappelle très bien, j'ai dit, je vais quitter le cabinet. Et l'associé m'a dit, mais pourquoi t'es pas heureux ici? Et il m'a dit, attends, assis-toi. Et là, j'avais plus de jambes. C'est-à-dire, je sais pas, je pense que j'avais préparé des trucs à lui dire, je savais plus quoi lui dire, quoi. Et bon, après, c'est revenu, je lui ai expliqué pourquoi, il a très bien pris la chose. Il a très bien pris la chose, et l'un des autres associés m'a même dit la même chose. Je sais pas si en pratique c'est faisable, mais il m'a dit la même chose que, plus ou moins, m'avait dit, ouais, il m'a dit, écoute, j'espère que ça se passera bien, mais si un jour tu veux revenir, postule quand même. Bon. En pratique, je suis pas sûr, quelqu'un qui est parti, qui revient, ça doit peut-être se faire, mais... Si, enfin, tu sais, c'est un peu... Il y a pas mal d'articles qui sortent là-dessus sur les boîtes qui travaillent vraiment de maintenir un bon relationnel avec leurs employés quand ils partent pour d'autres aventures, en disant, bah vas-y, fais ta vie. Ouais. Sache que ici, il y aura encore des opportunités pour toi si jamais tu souhaites revenir. Pour une raison X ou Y et tu seras le bienvenu et puis en fait je pense que tout est possible mais moi je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant de partir en bon terme pour l'avocat et pour le cabinet, parce que moi quand je parle de ce cabinet j'en parle toujours en positif et je pense qu'il y a plein de gens à qui j'ai donné envie peut-être de postuler ou d'y aller. Eux j'espère qu'ils parlent de moi en positif, mais j'espère qu'ils gardent une bonne image, tu vois, donc je pense qu'il n'y a aucun intérêt à partir du côté de l'avocat à dire ok je m'en vais, je m'en fous maintenant, parce que moi j'ai travaillé jusqu'au dernier jour, j'ai fait mon préavis, ils ont été sympas, ils me l'ont raccourci un petit peu pour que je puisse commencer dans l'autre, que j'ai un petit peu de battement entre les deux. Et donc oui, je pense que c'est important si c'est possible, des fois c'est pas possible. Mais après je pense que c'est super de ta part que tu aies fait ça et eux d'avoir fait ça aussi pour toi, mais en fait, ce que ça traduit aussi, c'est que de toute façon, votre relation était qualitative pendant tout le temps de ta collaboration, de telle façon que quand tu as posé ta démission, tu avais envie de te donner jusqu'au bout pour eux, parce que justement... je voulais vraiment pas partir en arrêtant de travailler, comme ça se voit parfois. Il y a des collaborateurs qui arrêtent. Ils arrivent à 10h30. Ah ben moi, clairement, ça a été mon cas, notamment dans ma dernière collaboration. La collaboration s'était mal passée. Quand j'ai posé ma démission, j'avais pas envie de donner, quoi. Ouais, je comprends. J'avais pas envie de donner, et après, je suis sûrement responsable de plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a clairement ça, ça dépend beaucoup de la qualité de la relation que tu construis, et c'est sûr que ça encourage ou pas ta générosité, et de l'autre côté, c'est pareil, hein. C'est réciproque, tout à fait. Ouais, bien sûr. Et ton arrivée chez EY? Et bien, du coup, je suis arrivé donc en février. Donc là, c'est un département qui fait dans l'idée la même chose, hein, c'est de la fiscalité patrimoniale, mais avec des profils assez différents du précédent cabinet. Et je suis arrivé, moi j'aime bien quand ça se passe comme ça, je suis arrivé dans une période chargée. Donc j'ai dû tout de suite me mettre à rentrer vraiment sur les dossiers assez rapidement. Ça s'est assez bien fait, j'ai eu de la chance. Le manager qui s'occupait, sous qui j'étais, était... très travailleur, il était là tout le temps, donc du coup tout le temps disponible et assez impliqué dans l'idée de transmettre et d'expliquer. Certains des clients sur lesquels j'arrivais étaient compliqués, beaucoup d'Excel, il fallait vraiment rentrer dedans. Du coup, il en avait conscience et il a pris le temps de bien m'expliquer comment ça se passait. Donc nous, on a une période fiscale 15 avril, 15 juin qui est assez dense, donc je suis arrivé en février jusqu'au 15 avril, c'était très chargé, ensuite ça rentrait dans la période fiscale. Et au final, c'est amusant comme au début on stresse, on se dit oh là là, mais comment ça va se passer? Et c'est amusant comme au bout de 3 semaines, un mois, on a l'impression qu'on a toujours été là, quoi. Et c'est drôle, notamment quand les associés, au bout je pense, ça faisait 3 mois que j'étais là, et un des associés c'est faire un tour à une stagiaire ou à un futur collab. Et quand il est passé devant moi, il a dit Guillaume, tu l'as rejoint il y a 1 an. Alors que ça faisait que 3 mois que j'étais là, tu vois. Et ça m'avait déjà fait le coup dans mon ancien cadre. Donc la transition s'est bien faite. Il y avait des avocats du même âge que moi, exactement du même âge. Ça, c'est pas mal aussi facile pour comprendre comment le cabinet fonctionne. Il t'explique un peu, tel associé, il faut faire ça, tel associé... C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que ce qu'il y a dessous ça, c'est que le secret, c'est quand même qu'on t'a très bien expliqué comment fonctionne le cabinet quand t'es arrivé, de telle façon que... si tu mets 1 an à galérer, à avoir des explications sur tel client, sur tel process et tout, c'est pas du tout la même chose que si au début on met tout, on investit vraiment du temps pour toi pour que rapidement en fait tu comprends. Après je pense que c'est des deux côtés. Je me rappelle mon premier apprentissage, le mari de l'avocate qui était un peu dur, il m'avait dit un truc, il m'avait dit on a l'apprentissage qu'on mérite et où on a le stage ou le métier. C'est-à-dire que eux, si en face tu as des boss qui veulent pas t'expliquer, ça marchera pas. Mais toi aussi, c'est un peu à l'avocat d'être proactif.
C'est-à-dire, moi, j'allais tout le temps les voir, je demandais du boulot. Si j'avais beaucoup de boulot, c'est aussi parce que j'étais proactif sur le fait, dès que j'avais un peu moins de travail, j'allais les voir, je leur disais. Et j'ai même dit à ma directrice actuelle, je lui ai dit, moi je suis pas susceptible, il faut que vous disiez-moi les choses. Si ça va pas, vous me dites. Et elle l'a très bien fait. Et pourquoi est-ce que tu as senti le besoin de le dire, ça, par exemple? Parce que je voulais vite rentrer dans le moule. Je voulais vite être opérationnel. Les bigs ont une façon de travailler qui est un peu différente parce qu'on a un coût horaire qui est beaucoup plus élevé. Et du coup, ton temps est compté. Ce qui était moins le cas dans un petit cabinet. Je savais que c'était le cas chez Baker aussi, mais chaque heure doit être rentabilisée en quelque sorte. Donc si tu perds du temps, si à chaque fois que tu amènes ton travail, il y a plusieurs modifs, il y a plusieurs allers-retours, ça fait perdre du temps, donc il faut au maximum que ton premier jet soit proche de ce qu'ils attendent. Donc ça, j'en avais conscience, mais c'est mon manager qui m'a expliqué, qui m'a dit, voilà, ici... chaque heure compte, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc du coup, je l'ai dit à ma directrice et elle le Donc fait. tu as été très cash en fait dans tes demandes et dans ta manière de communiquer sur tes besoins. Oui, je pense que la première fois qu'on a dû faire un point sur un des travaux que j'avais fait, j'ai dû lui dire, voilà, dites-moi quand ça va pas, n'hésitez pas. Je lui ai dit, je me rappelle, je lui ai dit, je suis pas susceptible, vous pouvez me dire, je vais pas me vexer, au contraire. Et du coup, elle me l'a dit à chaque fois. C'est pas toujours agréable à entendre quand il y a quelque chose qui va pas, mais je pense que ça permet de progresser plus vite. Après, c'est sûr que sur une copie, enfin, dans l'idéal, c'est bien si on dit aussi s'il y a 2-3 trucs qui vont bien. Oui, quoi. bien sûr. Non, mais... C'est-à-dire que si, c'est bien de recevoir du feedback et tout, mais après, c'est dans l'art d'en donner, c'est aussi de souligner ce qui va, quoi. On me le dit aussi, hein, bien évidemment, mais ce que je veux dire... Donc ça veut dire que dans la manière de te donner du feedback, donc de répondre à ton besoin de correction, ou besoin de n'importe qui de correction, il y avait aussi une manière qui était constructive, quoi. Ah oui, non, ça c'est certain. Moi, j'ai presque demandé plus Enfin, ce que je voulais dire, c'était dites-moi tout, quoi, en gros, qu'il n'y ait pas de filtre, forcément. Donc, mais oui, bien évidemment, si on souligne que le négatif, t'as l'impression de ne pas progresser. Bien évidemment, le positif a mais je pense qu'il a autant d'importance, alors que dans pas mal d'esprits, je pense que c'est plus important le positif. Moi, je pense qu'il a au moins autant d'importance. Le positif t'encourage, le négatif te permet de progresser. Donc, mais il ne faut pas l'un sans l'autre, quoi. Sinon, limite, t'oublies ou tu remarques même pas qu'il y a quelque chose qui était particulièrement bien dans ce que tu as fait. Ouais. Des fois, on fait des trucs bien, on se rend même pas compte que c'est un truc bien. Et alors que ce serait bête de pas continuer à faire cette chose. Bien sûr, bien sûr. Et donc maintenant maintenant, ce qui est bien dans cette structure, c'est que je me vois dans le futur. C'est-à-dire, c'est tout bête, mais les managers pour qui je bosse, je me dis, tiens, j'aimerais bien être à leur niveau, à leur âge. Quand je dis âge, c'est leur année d'expérience. Ouais. Voilà. Et c'est quoi justement ce qui t'attire ? Ils sont compétents techniquement, ils sont à l'aise sur les dossiers, ils sont à l'aise avec les clients. Quand je leur pose des questions, ils ont tout de suite ils n'ont pas forcément la réponse, mais ils ont tout de suite des réflexes que je trouve intéressants. Et j'aimerais bien, à leur âge, ou alors après leur année d'expérience, avoir le même niveau qu'eux. J'arrive à me projeter dans ce cabinet. Et ça, c'est vachement bien, je trouve, c'est vachement stimulant. Et après, oui, c'est une grosse structure, donc du coup, tu dis si tu veux évoluer différemment, tu peux peut-être essayer. Pour l'instant, moi, le département dans lequel je suis me plaît vachement, je ne cherche pas du tout à en voir d'autres, mais il y a eu des cas d'avocats qui disaient, ok, maintenant, moi, j'ai envie de faire un peu de contentieux, donc ils sont allés taper à la porte de l'avocat qui faisait du contentieux, et ils leur ont dit, il y a même eu des cas d'avocats qui faisaient du 50-50. C'est pas toujours facile, parce que chaque département essaie de l'attraper. Non, mais ça veut dire qu'ils ont un management qui veut dire qu'ils font en sorte que les personnes restent pour développer les nouvelles choses qu'elles ont envie de développer. Je veux dire, c'est possible, quoi. C'est pas des cylindres. Non. Le cabinet est pensé comme une structure globale où on peut naviguer entre les équipes. Déjà, et ça, je pense que c'est assez novateur, quand tu prêtes ta première collab là-bas, tu as un truc qui s'appelle E-Wide School, je sais pas exactement ce que ça s'appelle, moi je l'ai pas fait, puis je suis arrivé au bout de 2 ans. Et en fait, tu fais, pendant 2 ans, 4 périodes de 6 mois dans 4 départements. À l'anglaise, en fait. À l'anglaise, exactement. Ouais. Exactement comme ça se passe en Angleterre. Et ça, c'est trop bien, parce que tu arrives, tu donnes tes choix,
Et voilà, tu vas dans tel département, donc en fiscal, tu as plusieurs départements, BTS, TT, ITS. Et du coup, à la fin des 2 années, tu as vu un peu tout. Tu sais ce qui te plaît le plus, tu sais avec qui t'aimes bosser. Et ça, c'est super riche, quoi. Et même, tu vois, c'est un cabinet qui est assez novateur sur certains points, notamment sur... on parlait de la concurrence des bureaux étrangers, les bureaux indiens, bureaux chinois, des gens qui peuvent faire du travail que nous on fait, même sur du droit français. Tout à fait, ouais. Mais l'autre concurrence, c'est la robotique. C'est l'intelligence artificielle qui va de plus en plus faire des tâches qu'on fait, quoi. Tiens, c'est bien que tu ramènes ce sujet parce que justement, toi, comment est-ce que tu te sens formé par rapport à cette... Est-ce que tu as l'impression que la manière dont on te forme, c'est justement pour que tu sois un avocat qui soit pas en concurrence avec ces intelligences artificielles? Alors, l'avantage, pas dans la manière dont je suis formé, mais l'avantage de notre département, on est moins en danger, parce nous, on fait un peu du cousu humain, on fait de l'artisanat. On a des situations très particulières, des personnes physiques, il y a plein de données, c'est pas les mêmes cas qui s'empileraient, et du coup, tu peux automatiser. Par exemple, les départements de mobilité, où ils traitent des impatriés qui ont souvent les mêmes profils. C'est assez amusant, tu pourrais presque dresser un portrait robot des gars qui viennent bosser, c'est de tel âge, marié, 2 enfants, ils gagnent tant. Eux, déjà ils ont un niveau en informatique, ils gèrent Excel, bon, ils sont bien meilleurs que nous. Donc ça veut dire qu'on les a invités à développer les compétences complémentaires aux compétences juridiques en leur disant, en fait, dans ce que vous faites, ça va complètement basculer sur de l'informatique, ou presque complètement, et donc il faut que vous sachiez manipuler les deux. Je ne sais pas si on leur dit ou s'ils le découvrent sur le tas, mais quand je parlais chez Landwell de compétences autres que des compétences juridiques, le fait de gérer certains logiciels en fait partie, et je pense que c'est des départements qui sont qui ont aujourd'hui un danger plus grand que le mien. Mais à mon avis, ça va toucher tout le monde. L'intelligence artificielle va toucher tout le monde. Ah, c'est sûr. Et moi, à titre personnel, quand je travaille, je me pose souvent la question, est-ce qu'un robot pourrait faire un robot existant aujourd'hui? Pas un robot dans 15 ans qui fera... Non, mais cela dit, un robot existant aujourd'hui ou un robot qui existera dans 3 ans, voilà. C'est à peu près la même réflexion. C'est-à-dire que... Oui, mais il sera encore meilleur, ce que je veux dire, dans 3 ans. Mais même aujourd'hui, je pense que j'ai bien un tiers de mes tâches qu'un robot pourrait faire. Alors aujourd'hui, ça coûtera trop cher de créer le robot, de l'amener. Il vaut mieux que je continue à faire ces tâches-là, mais un jour, il pourra complètement les faire. Et d'ailleurs, tu as des chercheurs, je pense à Laurent Alexandre, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il expliquait que dans le futur, on utilisera des tests de recrutement qui permettront de déterminer la capacité de la personne à travailler avec de l'intelligence artificielle. Ouais, sûrement. Donc, tu vois, dans ce secteur-là, je trouve, il y a des cabinets qui sont à la pointe. Je sais qu'il y a un cabinet sur la place parisienne qui bosse avec Watson, l'intelligence artificielle d'IBM, pour les recherches, notamment pour aider les stagiaires dans la recherche. Et EY, ils ont créé un département qui s'appelle le Lab, dont l'objectif est d'anticiper comment le métier va être modifié par l'intelligence artificielle et la robotique, l'audit et les avocats. Donc c'est le premier à avoir ouvert, c'était à Paris, et ils en ont ouvert à peu près partout dans beaucoup d'offices dans le monde. Et nous, on a visité ce département, et c'est incroyable, c'est Star Trek, quoi. Ils ont des PC gigantesques, c'est des ingénieurs, et c'est amusant, parce que moi, le jour où je suis arrivé, on était 3-4 à arriver, donc on discute, c'est un gros truc. Et je discute avec une des filles qui était là, et elle me dit qu'elle vient de Polytechnique. Je me dis, mais c'est marrant, je ne savais pas du tout qu'on recrutait des polytechniciens chez EY. En audit, je savais qu'il y avait des écoles de commerce, mais des polytechniciens, je ne savais pas du tout. Et en fait, elle est dans ce département-là. C'est-à-dire et leur objectif, clairement, c'est d'anticiper les changements auxquels l'intelligence artificielle va conduire, et de travailler pour qu'on ne soit pas dépassé, qu'on puisse aller sur d'autres marchés quand ils y seront et qu'on ne soit pas dépassé. C'est génial, je dis ça, je projette complètement sur toi, mais j'ai l'impression que ça te plaît d'être dans un cabinet qui réfléchit à l'avenir de la profession et où tu sens que, mine de rien, ça veut dire que toi, tu es quelque part où tu ne vas pas être dépassé par ça. Et sûrement que le cabinet, du fait de mener cette réflexion, elle est aussi plaquée sur les collabs, et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec nos collabs, et qu'est-ce qu'on veut pour eux, et vers quoi on les dirige. Et donc, tu es dans cet environnement où voilà, c'est présent, c'est une réflexion qui est en cours, et toi-même, tu navigues dans ton projet de carrière en toute connaissance des enjeux qu'il y a derrière, et de quelle est ta plus-value, toi, en tant qu'avocat humain, etc. Complètement. Moi, j'y vois que du positif. Oui, complètement. Ouais, ça, je ne sais pas qui a eu cette initiative de créer ce lab, mais c'est une très bonne initiative, parce que il y a déjà des applications concrètes. C'est-à-dire que les gens qui ont été embauchés, les ingénieurs, il y a déjà des départements, notamment un département TVA, qui utilisent des robots. Quand je dis robots, c'est des logiciels qui ont été créés par les équipes d'EY. Donc, et
Je pense que du coup, l'enjeu des avocats de notre génération, ça va être de gagner en valeur ajoutée. C'est-à-dire que je pense qu'on le voit de toute façon, les avocats un peu classiques à l'ancienne, ils sont challengés par les legal tech. Ceux qui se contentaient de faire des actes en série, aujourd'hui, ils peuvent plus faire ça. Quand tu peux payer... il y a Captain Contrat, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et justement, donc ça, c'est les challenges des avocats, mais toi, est-ce qu'il y a des points en particulier sur lesquels tu veux travailler dans les mois ou dans les années qui viennent? Là, je suis dans une phase où c'est amusant, j'avais lu un article sur les carrières des footballeurs, et c'était assez drôle, il disait que les carrières des footballeurs, elles se construisent en 3 temps. Tu as le temps de la formation, donc il faut choisir un club qui te forme, peu importe si tu as du temps de jeu, le but c'est de te former. Ensuite, tu as le temps de la carrière, il faut choisir un club où tu gagnes des trophées. Donc là, tu vas dans les grands clubs européens, le but c'est de gagner la Champions League. Et ensuite, tu as le temps de l'argent pour les footballeurs. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de vieux footballeurs qui vont aux États-Unis, en Chine, en Inde, pour être payés énormément. Alors, je ne dirais pas que la carrière d'un avocat se construit de la même façon, notamment la dernière période, elle n'aurait pas de sens, mais je pense que le temps de la formation est assez important. Même si ça fait 3 ans que je pratique, je trouve que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et je le vois comme ça. C'est-à-dire là, je suis dans une équipe, je vois le niveau de compétence des managers, je me dis tiens, j'aimerais bien être à leur niveau dans 2-3 ans. Mais j'avoue que ce côté intelligence artificielle, c'est nouveau. Hein. Les équipes sont pas encore... je sais qu'il y a des avocats qui travaillent dans ce département, mais je pense que dans les mois ou années à venir, je vais m'y intéresser. Je vais me demander... pour être totalement honnête avec toi, au moment où j'ai changé de cabinet, pendant ce changement, j'ai fait le test de l'école 42. Parce que j'avais moins de 30 ans, et donc du coup j'ai été admissible à l'épreuve de la piscine. Tu fais un test en ligne, ouais. J'y suis pas allé parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, où tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu te vois en étant un bon avocat, ou est-ce que tu te vois en étant un programmeur lambda, quoi? Et je me suis dit, je préfère être un bon avocat qu'un programmeur lambda. Puis peut-être aussi par manque de courage, je sais pas, Bon, il me manquait le feu sacré dont tu as besoin, je pense, pour aller dans ces voies-là. Et du coup... même si j'y connais rien, parce qu'au final j'ai jamais fait d'informatique, j'ai jamais fait de programmation, je pense que ça fait partie des trucs qui vont m'intéresser dans le futur. Je bosse beaucoup sur Excel, c'est pas de la programmation, mais tu as un peu cette logique de formule. De comprendre comment l'ordinateur fonctionne. Exactement. Moi je comprends pas. Hein. Oui. Clairement je ne comprends pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu réfractaire par certaines personnes, et j'ai des collègues qui n'aiment pas particulièrement Excel. Moi, je sais que j'adore travailler sur Excel. C'est le seul truc où je peux bosser pendant 6 heures sans décrocher mon regard ailleurs. Donc, si le cabinet permet cette possibilité de mettre un peu d'informatique dans notre métier, j'essaierai peut-être de saisir cette opportunité-là. Parce que je pense vraiment que dans 10 ans, notre métier n'aura plus rien à voir avec le métier qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on bossera vraiment avec des assistants électroniques qui nous diront ok, tu commences à bosser sur tel domaine, est-ce que tu as vérifié ça, est-ce que tu as vérifié ça, est-ce que tu as lu le dernier JP, on sera très très sollicité. Donc du coup, à mon avis, ceux qui vont sortir du lot, c'est soit ceux qui ont une très grande technicité à laquelle l'ordinateur n'est pas encore préparé, soit ceux qui savent très très bien bosser avec l'ordinateur. Après, tu as toujours le côté humain. Ça, c'est c'est un peu un peu les grandes avancées, quoi. C'est-à-dire la technicité technique que l'ordinateur peut pas gérer, les compétences humaines que l'ordinateur ne gère pas parce que il n'est pas encore au niveau émotionnel et dans la gestion humaine, et puis après la compétence de dialogue avec la machine dans l'exécution. Et c'est vrai que c'est un peu les grandes voies qui permettent de se sortir avec brio du jeu. De l'évolution de la profession, en fait. Complètement. Mais c'est amusant, l'intelligence artificielle. C'est amusant de voir les métiers qui sont menacés. C'est drôle de se dire... ils avaient fait une liste des métiers menacés, et je crois qu'il y en avait un qui était très mal classé. C'était le gars qui appelle au téléphone pour te vendre une banquette, quoi. Pourtant, tu te dis, c'est pas le truc le plus compliqué au monde, mais le côté humain, la machine n'y arrive pas encore suffisamment. Bon, je dis ça, je suis pas du tout un spécialiste, mais de ce que j'avais lu, c'est un des trucs les plus difficiles à programmer, quoi. Et du coup, j'ai 3 petites questions pour finir. Est-ce que tu peux me parler d'une de tes inspirations dernièrement? De manière générale? Complètement générale, ouais. Ça peut être un livre, par exemple? Ça peut être un livre, tout à fait. J'ai lu un livre il y a 6 mois ou 4 mois qui s'appelle La 25e heure,
j'étais attiré par le design du livre et je l'ai ouvert. Et en fait, à la Fnac, en baladant, et il disait le titre du chapitre, c'était un truc du genre de l'importance d'avoir un bureau bien rangé. Et j'ai un bureau qui est tellement bien rangé que c'est le sujet de moquerie fréquente. On dit qu'il y a une collaboratrice qui a démissionné il y a 3 ans, elle est partie, son bureau était moins bien rangé que le mien quand je vais prendre une pause café. Donc il n'y a rien qui dépasse. Et donc du coup j'ai lu le livre et il est super ce livre. C'est un livre en gros, c'est des gars qui ont demandé à... Est-ce que ils ont été interviewés par, je crois que c'est Mathieu Stéphanie dans Génération Do It Yourself qui a interviewé un des auteurs du livre. Et effectivement, je te laisse raconter, mais voilà, ils ont écrit ce livre en un week-end en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont fait des recherches chacun de leur côté sur différents sujets. Et c'était des mecs qui sont passionnés de productivité et de comment on en fait le plus en le moins de temps. Exactement. Et du coup, ils ont l'idée du livre, la 25e heure, c'est de dégager une 25e heure tous les jours pour faire un peu ce que tu n'as pas le temps de faire en temps habituel. Et du coup, ils ont envoyé un peu aux start-upers qui fonctionnent les mieux en France, leur ont demandé des conseils. Ils ont fait une actualisation en demandant à des entrepreneurs à l'international après, je crois. Ok. Et du coup, ils te disent un peu tous les conseils de productivité qu'ils ont dégagés. Et il y en a certains, ce qui est amusant, c'est de lire et tu dis, ah ben ça je le fais déjà. Mais j'en ai découvert plein. Notamment celui des 3 cailloux, je l'utilise beaucoup. C'est-à-dire de dire tous les matins, ok, j'ai plein de choses à faire. Et en gros, ils se disent, si tu dois remplir un bac et que tu dois mettre dedans des petites pierres, du sable et des gros cailloux. Dans quel ordre il faut le faire? Si tu mets d'abord le sable, puis ensuite les petites pierres, après tes gros cailloux, ils vont plus rentrer dedans. Alors que si tu mets tes gros cailloux, tes petites pierres, plus le sable, tout va bien rentrer dans le bac. Et du coup, le matin, j'ai une to-do list sur Excel où je mets un peu mes niveaux d'urgence et tout, et j'ai mon top 3 en haut. Et donc, quand j'arrive le matin, je le fais pas tout le temps, mais j'essaye de mettre mon top 3 des choses à faire et de me dire, ok, ça c'est ce qui va t'embêter le plus, c'est le plus difficile dans ta journée, débarrasse-toi dans le maintenant, t'es en forme, t'as les idées claires, et tu feras en fin de journée le petit sable, c'est-à-dire les petits trucs. Et du coup, je l'ai offert ce livre, je l'ai offert à 2 personnes qui travaillent beaucoup, et je me suis dit, voilà. Il y a plein d'enseignements intéressants dans ce bouquin. Ta dernière joie? Je suis allé hier voir un spectacle. Est-ce que c'est une joie? C'est pas particulièrement une joie. C'était très agréable, de Gaspard Proust. Et cette semaine, je suis allé beaucoup au théâtre. J'ai vu également la pièce Intramuros de Michalik. C'était très très bien aussi. C'était vraiment très bien. Qu'est-ce que tu portes sous ta robe? D'un point de vue... comment dire? C'est une réponse tout à fait personnelle. Donc, qu'est-ce que je porte sous ma robe d'avocat? De la fierté. Et qu'est-ce que je porte d'autre aussi? De l'envie aussi. Je trouve que c'est un métier où il faut beaucoup d'envie et de la curiosité. Voilà. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Je t'en prie, merci à toi. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à laisser un commentaire et des étoiles sur iTunes ou sur l'application podcast que vous utilisez, à me le dire en privé, à remercier Guillaume et aussi à en parler autour de vous, ça m'aide beaucoup. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un épisode cette fois d'un avocat reconverti.